Bienvenue dans Une semaine dans le monde, c'est toute l'actualité de la semaine vue par nos éditorialistes. Avec nous aujourd'hui Claude Guibal, grand reporter au service international de France Inter. Bonjour Claude. Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonsoir Ziad. Jean-Sébastien Ferjou, directeur et fondateur du site Atlantico, le site d'information en ligne. Et Laure Simoès, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. L'actualité ici en France, c'est d'abord ces militaires attaqués par un individu armé d'une machette aujourd'hui dans l'enceinte du Carrousel du Louvre, la galerie marchande qui mène donc au musée parisien. Heureusement, pas de blessures graves pour les soldats. L'un d'eux a été légèrement touché au cuir chevelu. L'assaillant, lui, a été maîtrisé d'un tir dans l'abdomen. Son pronostic vital est engagé. C'est l'un des militaires qui a fait usage de son arme. On a sans doute, grâce à lui, évité un carnage. Et c'est sans doute une nouvelle manifestation de la menace terroriste. C'est en tout cas ce que pense François Hollande. Écoutez. Au Carrousel du Louvre, fonctionnaire qui était en charge d'assurer la sécurité du musée du Louvre a été agressé, visiblement dans le cadre d'une tentative d'attaque à caractère terroriste. Il faut être prudent, mais j'ai cette information et je veux dire ici à Bayeux, au moment où ces événements viennent de se produire, à quel point je suis toujours le cœur plein de reconnaissance et de gratitude pour les policiers, pour les gendarmes, pour les militaires qui, dans un contexte de menace qui demeure extrêmement élevé dans notre pays, assurent la sécurité de la nation et la protection des Français. Cette opération Sentinelle a pu permettre, même si c'était des militaires qui étaient visés, d'empêcher sans doute un acte dont le caractère terroriste ne fait guère de doute, mais il appartient là encore à la justice de faire l'enquête nécessaire. L'événement a été totalement maîtrisé, mais la menace, elle est là, elle demeure. Et nous devons y faire face, et c'est la raison pour laquelle nous avons mobilisé autant de moyens, et nous continuerons à le faire autant de temps qu'il sera nécessaire. Ziad Limam, le caractère terroriste ne fait guère de doute. Est-ce que ce sont les éléments qui vont nous être communiqués par les enquêteurs, ou est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire que, de manière indubitable, c'est un acte terroriste? Bon, beaucoup pointent le Allah Akbar. Est-ce que c'est un indice quelconque? Est-ce que ça permet d'en tirer des conclusions? Je vais faire confiance au président de la République et au Premier ministre qui ont certainement des bouts d'informations qu'on n'a pas. Ouais. Après, je pense aussi qu'il faut attendre un petit peu pour savoir qui est ce monsieur, d'où il vient. On entend des choses, qu'il a transité par Dubaï, qu'il aurait un passeport égyptien, qu'il a eu un visa, ce qui est quand même... En France, on n'a pas des visas si facilement que ça. Donc, c'est comme aux États-Unis d'ailleurs. Ouais. On les a pas si facilement que ça, contrairement à ce qu'on raconte. Donc, je ne sais pas, attendons un peu de voir ce qui se passe. Envoyer un kamikaze pour commettre un attentat suicide à la machette sur le sol français, on dit qu'il n'y a peut-être pas besoin d'envoyer quelqu'un de l'étranger. Mais là, vous avez posé toutes sortes de questions qui sont vraiment intéressantes sur le fond. Un attentat suicide à la machette, ça veut dire quand même que dans une ville comme Paris, qui est malgré tout très sécurisée, les patrouilles sentinelles, les patrouilles de police, etc., dans un lieu aussi public, on n'imagine pas non plus que ça puisse durer très très longtemps. Je pense aussi qu'on peut le dire, que le dispositif Sentinelle qui a été un peu critiqué, que c'est lourd, que c'est ceci, que c'est cela, bon, il a prouvé sur une occasion comme ça qui pouvait être très utile, que ces soldats étaient suffisamment expérimentés pour utiliser la force sans dégâts collatéraux aussi, parce qu'il faut l'endroit, tout le monde le connaît. Il y a beaucoup de monde, des escaliers qui descendent, etc. Donc ça peut mal tourner, ce genre de choses. Donc voilà, moi je pense que c'est à peu près... Sur la menace, ils l'ont dit, elle est archi présente, elle le sera pour des mois et peut-être des années. Donc attendons un peu d'avoir des retours sur l'enquête et sur le personnage. Parce qu'en fait, toutes ces attaques ou tous ces incidents deviennent révélateurs à partir du moment où on sait qui les mène et quelle est la connexion avec le mouvement ou pas. Est-ce que c'est connecté, est-ce que c'est pas connecté? C'est ça qui est clé dans l'enquête. En tout cas, au moins une personne n'a pas pris ses précautions oratoires, c'est Donald Trump, qui a commencé déjà à tweeter. Pour lui, ça ne fait pas de doute. Je cite son tweet traduit en français. « Un autre terroriste islamique radical vient juste d'attaquer le musée du Louvre à Paris. Les touristes ont été placés en confinement. Sois intelligente l'Amérique, get smart US, un peu, voilà, soit
Agissons, oui, en capital. Pour qu'on comprenne secouons-nous, agissons. C'est un peu ce qui veut dire nous autres Américains. Claude Guibal, on n'avait pas besoin de ça finalement. Un autre communiqué, enfin à la limite un communiqué de soutien peut-être, mais là un tweet. Je crois que les Canadiens attendaient d'abord un tweet de sa part pour exprimer un minimum de solidarité après l'attaque terroriste qui a frappé le Canada il y a une semaine dans une mosquée. On voit bien que Donald Trump continue. Voilà, ils attendent toujours. Donald Trump s'est plus exprimé sur ce qui s'est produit cet après-midi que tout ce qui s'est produit jusqu'à présent. Non, effectivement, on n'a pas besoin de ça, tout comme ces décrets promulgués par Donald Trump posent tout un tas de questions aussi, dans la mesure où ça renforce tout un tas de choses. Et en tout cas, c'est la méthode Trump. Jean-Sébastien Ferjou, on s'était beaucoup... Peut-être un commentaire peut-être sur le tweet de Trump. Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que, là, quand même, on est très étonné de voir un chef d'État étranger, a fortiori président des États-Unis, d'être étonné. Porter ce genre de commentaires. À un moment, l'effet de surprise va quand même. Oui, mais là, clairement, on s'interroge sur son rôle. Oui, c'est le Donald Trump de la campagne. Différent de tous ceux qui l'ont précédé. Personne ne peut en douter. On s'était interrogé sur les raisons pour lesquelles les militaires en faction devant le Bataclan n'avaient pas fait usage de leur arme à feu. Les règles ont changé depuis. C'est ça qui a permis aujourd'hui à des militaires d'agir. Enfin, je veux dire, c'est finalement, on a tiré les enseignements. Quoi qu'il en soit, manifestement, il était quand même en état de légitime défense, puisqu'il était attaqué à la machette. Donc il y a d'ailleurs, au départ, eu un combat corps à corps. En tout cas, c'est ce qu'imposent aujourd'hui les règles avant l'engagement. Oui, mais c'est pour ça que je pense que les circonstances sont assez différentes de toute façon. Au Bataclan, il n'y a pas eu non plus des gens qui étaient là qui ont laissé rentrer les gens en s'abstenant de tirer. Ça n'était pas la manière dont ça s'était passé. Donc je ne sais pas si ça montre en tout cas l'utilité de Sentinelle qu'on a beaucoup critiqué pour finalement utiliser sans qu'on en perçoive jusqu'à présent la nécessité ces moyens militaires. Près de 7 à 10 000 militaires mobilisés en France pour à peu près autant engagés en théâtre extérieur. Mais personne ne conteste l'utilité de mettre des forces de sécurité, comme il y en a d'ailleurs toujours eu, il y en a plus maintenant, sur des lieux comme le Louvre ou comme un stade, où voilà, ce qui a plus été contesté ou parfois questionné, c'est la présence de militaires dans les rues, un peu au hasard, en disant de toute façon ils ne pourront jamais être partout. Il y avait aussi que le Louvre soit protégé. Il y avait aussi la question de militaires en faction, parce qu'à un moment il y a quand même eu un débat sur la présence de militaires postés, Ziad Limam, il m'a semblé en tout cas, et qui pouvaient du coup servir de cible. Non, mais notre collègue l'a dit, il y a un côté, on ne peut pas tout surveiller, tout fermer, toutes les écoles, toutes les églises, toutes les mosquées, toutes les synagogues, toutes les rues de Paris, de Marseille, de Bordeaux. Il y a forcément un côté aléatoire, mais je pense que ces dispositifs, ils ont quand même une vertu dissuasive, j'en sais rien, parce que les gens qui veulent faire ces attentats, visiblement, ne se laissent pas dissuader, mais je pense que ça a aussi une vertu pour l'opinion. C'est-à-dire que quand on voit, c'est vrai, ils ne sont pas devant toutes les écoles, mais quand ils sont devant une école, on sent quand même que ça fait un peu de bien. On vit dans cette période-là. Quel est le meilleur système sécuritaire? Il n'y en a pas, mais au moins qu'il y ait un État qui s'engage sur cette question, c'est déjà pas mal. Laure Simoès, il y a eu un dessin. Oui, c'est un petit peu tôt aussi, peut-être pour les dessinateurs qui aussi sont prudents et attendent peut-être d'en savoir plus après l'enquête. Mais en tout cas, Michel Kishka, dessinateur israélien, a quand même tenu à rendre une forme d'hommage à Paris, parce que c'est quand même son cœur qui a, d'une certaine façon, été visé. Son cœur, puisque c'est le Louvre. Je ne sais pas si on voit à l'écran le dessin. Là, on ne le voit pas. On le voit toujours pas, mais sinon, je vais le montrer à l'antenne, comme ça. Allez-y. Ah ben voilà, on le voit, ça y est. Ça y est, voilà. Il suffisait de demander. On voit la pyramide. C'est aussi un bel hommage à Paris, parce qu'on sent qu'il s'est fait plaisir pour dessiner cette belle façade du Louvre. Et puis, voilà, il y a une sorte de pyramide vandalisée. Voilà, c'est pour l'instant on va dire le seul dessin qu'on ait reçu. Mais fort heureusement, il n'y a pas eu de morts ni de blessés. Et les 1000 et quelques touristes confinés dans les lieux ont pu évacuer. La culture qui a peut-être été au cœur de cette attaque. À suivre, puisqu'on a très peu d'éléments pour l'instant. L'actualité, avant cela, c'était tout au long de la semaine d'ailleurs. Le Penelope Gate, devenu l'affaire Fillon. Comment en 10 jours, des soupçons d'emploi fictif de son épouse ont fini par remettre en cause la légitimité même de la candidature de François Fillon. Il y a d'abord cette phrase terrible, exhumée par nos confrères de France 2, tirée d'une interview qu'avait donnée il y a 10 ans Pénélope Fillon au Télégraphe et diffusée hier soir. Écoutez. Je n'ai jamais été son assistante ou quoi que ce soit de ce genre. Je ne m'occupe pas non plus de sa communication.
Voilà, au moment où depuis 4 ans déjà, elle était salariée en tant qu'assistante parlementaire. Et puis ce sondage, donc aujourd'hui, Harris Interactive, publié plutôt hier, c'était sur votre site Atlantico, qui nous dit que 2 tiers des personnes interrogées, 69%, souhaitent que François Fillon cède sa place comme candidat à l'élection présidentielle. Ce pas tellement la réponse intéressante d'ailleurs, parce que la réponse intéressante, c'était qui? C'est auprès des... Non, ah oui, auprès des électeurs de droite. De la droite et du centre, et là la réponse est 50-50. Oui, 50-50, et puis proportion même inverse aujourd'hui chez France Info, puisqu'on a toujours cette fois 60-40 pour les Français, mais 58-42, donc 58% d'électeurs de droite qui veulent que François Fillon reste leur candidat. Ça pose la question, Claude Guibal, il n'est plus le candidat naturel aujourd'hui. Est-ce que la primaire est caduque, comme l'a dit hier Georges Fenech? C'est très difficile pour moi de vous répondre en tant que... Je manque de légitimité pour répondre à cette question, légitimité politique. Non, ce qui est pour moi très intéressant vu du prisme qui est le mien, c'est-à-dire l'actualité internationale, c'est ce que ça renvoie à l'étranger. Les questions qui nous sont posées depuis 10 jours maintenant par tous les interlocuteurs que l'on a. Il n'y a pas une interview qu'on puisse faire sans que quelqu'un nous dise mais vous... C'est l'image de la France. C'est l'image de la France, mais vos élections, elles sont foutues. Vous n'avez plus de candidats. Pour eux, ça intéresse beaucoup. Ça intéresse énormément. C'est une question qui est devenue centrale dans toutes les discussions qu'on a. Et sur cette question de comment se fait-il qu'en France, à 3 mois des élections, grosso modo, vous ne sachiez pas encore à quoi elles vont ressembler, qui va se présenter. Parce qu'il y a des élections. C'est vrai qu'on est dans un scénario incroyable. On pensait déjà en 2011 avec le forfait de Dominique Strauss-Kahn qu'on avait atteint un climax, mais alors là, vraiment, alors là, on est dans une série télévisée presque. C'est devenu un marronnier des plateaux de télé et des journaux de dire que rien ne fonctionne comme prévu depuis quelques mois. Mais très bien. Moi, ce que je trouve très étonnant, il y a d'abord l'histoire personnelle de ce le personnage, parce que c'est quelqu'un qui, visiblement, de très secret. On entend maintenant beaucoup de choses sur lui, compliquées, intériorisées, qui raconte pas tout, qui fait une campagne très sur le mode de la probité et de la morale. Soit il sous-estime totalement ou il ne se rend pas compte qu'il est assis sur une bombe qui peut sauter à n'importe quel moment, soit il le sait et c'est encore plus grave. Donc c'est ça en fait. La difficulté, je pense que les gens... C'est un peu comme avec Cahuzac, on a l'impression de quelqu'un qui cache quelque chose. Non mais Cahuzac, c'était, je pense... Je ne suis pas pénaliste et je ne suis pas juge, mais bon, Cahuzac, il y avait un truandage aux impôts, ce qui est à peu près le crime majeur en France, puisqu'on paye comme impôt. Donc et puis il avait quand même menti devant le national en disant non, je n'ai pas de compte. François Fillon ne s'est pas livré à ce genre de mensonge, qu'il soit cachotier, c'est pas de la même nature. Oui, mais c'est un cachotage à 1 million et quelques d'euros, et il y a quand même derrière la possibilité... Aucun autre des candidats n'a répondu à l'ensemble de ses intérêts financiers. Enfin, c'est quand même pas, on peut pas comparer à l'affaire Cahuzac, ça n'a strictement rien à voir, strictement rien à voir. Non mais est-ce que, de toute façon, il a le droit ou pas de faire travailler sa femme? C'est une première question. Visiblement, oui. Deuxièmement, il faut qu'elle travaille. Oui, c'est toute la question. Si elle ne travaille pas, c'est emploi fictif. Et Alain Juppé pourrait vous en parler un certain temps des emplois fictifs, parce que ça avait flingué sa carrière il y a 20 ans. La deuxième chose, moi, qui m'interpelle, c'est cette femme. Parce que tout le monde parle du Penelope Gate, du Penelope machin. Entendu. Et alors, d'abord, elle est mise au milieu d'une histoire qui probablement... encore une fois, je suis pas dans le dossier, qui la dépasse, ou c'est pas elle qui en est le principal bénéficiaire, ou est-ce que bref, je trouve ça assez tragique. Mais bon, on a vu que tout peut changer. On a un candidat qui s'appelle Monsieur Hamon, qui était prévu et pour être 54e, il est candidat de la gauche. On a un Monsieur Macron dont tout le monde disait qu'il serait essoufflé au bout de 3 jours. Bon, visiblement, mais on voit que la presse les médias commencent à s'intéresser un peu plus à lui. Donc cette campagne, elle va durer. On l'a dit sur ce plateau. On a dit il faut attendre le mois de mai. Oui, il faut attendre le résultat. Non, mais il faut attendre le mois de mai parce qu'il va se passer encore des choses. Mais c'est même le deuxième tour. Donc des événements extérieurs qui peuvent impacter la France. Non, mais il faut attendre le 17 mars, qui est la date de clôture des candidatures. C'est à ce moment-là qu'il faut avoir déposé les 500 parrainages auprès du Conseil constitutionnel. Il est cuit aujourd'hui. Vraiment, si on se... Voilà, pur point de vue, l'expérience que vous avez, vous, des campagnes. Vous voyez aujourd'hui François Fillon être candidat des Républicains il y a un double phénomène qui se passe. Quand on regarde les sondages, celui qu'on a fait avec Harris Interactive sur Atlantico, d'autres qui sont sortis aujourd'hui, il n'y a pas un effondrement absolu de François Fillon. Parce qu'il se passe deux choses au sein de l'électorat de droite. C'est-à-dire, il y a une colère, une déception vis-à-vis du personnage qui avait effectivement construit pour partie, mais pour partie seulement, sa campagne sur l'honnêteté. Parce que moi, je pense quand même que les électeurs, ils se déterminent par rapport à leur vie à eux avant toute autre considération et par rapport à un projet qui leur paraît bon pour eux ou pour le pays.
Mais donc il y a une espèce de colère contre lui, mais dans le même temps il y a aussi une colère contre la presse, contre le système, contre cet acharnement. Il y a aussi un électorat de droite qui se sent majoritaire dans le pays, après à tort ou à raison, mais bref, qui a ce sentiment-là, qui attendait son alternance et qui se dit mais on va pas nous empêcher, parce que un candidat à la présidentielle c'est deux choses, c'est un homme et c'est un projet politique. Et donc les gens sont pris un peu entre les deux. Maintenant il y a une deuxième manière de regarder les choses, c'est que de toute façon manifestement à droite il y a des gens qui ont décidé d'avoir sa peau. On voit très bien que les sarkozystes notamment ne font rien pour l'aider, c'est un euphémisme que de le dire comme ça. On a vu hier Daniel Fasquelle, le trésorier des Républicains, évoquer quasiment ouvertement le fait que François Fillon détournerait de l'argent en encaissant dans son micro-parti des sommes versées par les militants qui devraient ou pourraient revenir aux Républicains eux-mêmes. Donc quand vous entendez ça, vous n'avez pas beaucoup de doutes sur le fait qu'il y a des gens qui de toute façon ont tranché. Ils ne veulent plus de François Fillon comme candidat. Après, moi, je pense qu'il y a un dernier élément, c'est que bien pire pour lui, bien pire que son image de probité ou d'honnêteté qui est assez profondément atteinte, il y a autre chose, c'est que ce qu'on a eu sous les yeux là, la manière même dont il a géré la crise, pas la crise elle-même, la manière même dont il a géré la crise, ça peut donner une idée de ce qu'il serait comme président. Et c'est là où on a vu apparaître un personnage effectivement cachotier, dissimulateur, on pourrait dire pudique, si on a envie de le dire de manière positive. Et on voit aussi un personnage qui s'est fait élire sur un projet dont la logique était de demander des efforts au pays. Oui. On voit là qu'il sera un candidat, ou il serait, si tant est qu'il sauve sa candidature et une élection, un président relativement impuissant, puisque l'ensemble des gens à qui s'adressait lui diraient « et vous ?» Parce qu'on a bien vu aussi quelqu'un qui est resté relativement, qui est resté beaucoup sur la défensive, à parler de lui. Qui n'a jamais justifié d'ailleurs, hein. Qui n'a jamais répondu par ailleurs clairement une autre erreur en communication à mon sens, puisque de toute façon l'enquête, il dit je réserve mes réponses à la justice, mais la justice elle réserve ses réponses à tout le monde, parce qu'il y a une perquisition à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de problème, les enquêteurs ils sont encore présents sur les lieux, qu'on sait déjà ce qu'ils sont en train de trouver sur les chaînes d'information en continu. C'est un peu bizarre pour sa part de ne rien répondre, ça donne l'impression qu'il n'a en fait pas de réponse sur le fond, et moi je pense qu'il avait une seule voie pour s'en sortir, mais il aurait fallu qu'il soit pour ça un autre personnage qui était d'être beaucoup plus offensif, qui était de faire Trump, se dire mais allez vous faire foutre d'une certaine manière, mais vous voulez ma déclaration d'impôt, ben non, je vous la donnerai pas, et vous allez écouter ce que je vous dis en politique, et puis on verra bien la vérité dans les urnes. Ça c'est la nouvelle école, ça ils savent pas faire. Mais c'est pas seulement la nouvelle école, Bernard Tapie l'a très bien fait pendant des années, je pourrais vous citer d'autres personnes en France qui se sont fait élire avec des casseroles judiciaires énormes. Simplement, il n'est de toute façon pas ce candidat-là, et maintenant, là où il marqué une vraie différence par rapport aux autres, c'était le candidat qui donnait l'impression d'être capable de réformer, là il est le candidat de l'impuissance. On va en reparler dans un instant, on fait une courte pause. Retour tout de suite à Une semaine dans le monde.